Et nous recevons ce soir William Lawrence. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'université de Georgetown, à Washington. Vous êtes aussi directeur du contrôle risque North Africa. Vous êtes professeur de sciences politiques, conseiller du gouvernement américain, spécialiste des questions du Moyen-Orient. On n'a pas le temps de parler de tout votre CV, mais vous êtes aussi depuis quelque temps le directeur du contrôle risque North Africa. C'est quoi exactement cet organisme? Alors, Control Risk, c'est une société basée à Londres et avec des bureaux dans 32 pays qui analyse tout ce qui est risque politique, risque sécuritaire et risque opérationnel pour tout genre d'organisation. On a plus que 3000 clients et on aide les sociétés à choisir leur voie dans les pays où il y a des différents genres de risques, que ce soit risque de souveraineté, risque monétaire, tout genre de risques. Alors, vous êtes un spécialiste de la région MENA, Afrique du Nord et Moyen-Orient. Ouais. Un cessez-le-feu très important, conclu grâce aux Américains et aux Russes, est entré en vigueur hier. 24 heures après, il est globalement respecté. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et est-ce que, selon vous, il fallait absolument négocier avec Bachar al-Assad pour arriver à ce genre d'entente? C'est une très bonne nouvelle. Et il faut négocier avec Bachar al-Assad. Je crois que même les Russes savent qu'éventuellement, un Syrie sans Bachar al-Assad sera beaucoup mieux qu'un Syrie avec Bachar al-Assad. Il ne faut pas oublier que les forces de Bachar al-Assad et alliés avec Bachar al-Assad ont tué 40 fois plus de personnes que Daesh, par exemple, et Nusra en Syrie. Donc, c'est vraiment une véritable machine à tuer, quoi. Mais c'est vrai que ces forces contrôlent une certaine partie de la Syrie et qu'on ne peut pas arrêter cette guerre sans des négociations entre tous les partis concernés qui veulent négocier. C'est vrai qu'il y a Daesh et Nusra qui ne vont pas négocier avec d'autres, mais que les Américains, les Russes, les Turcs, les Iraniens et d'autres partent d'une solution pacifique pour la Syrie, c'est très important. Est-ce que l'avenir de la Syrie aujourd'hui passe par Bachar al-Assad ou est-ce qu'on peut encore imaginer un pouvoir sans lui? Est-ce que c'est possible? On peut imaginer un Syrie sans lui et les Russes ont même proposé ça, comme c'était rapporté dans le Financial Times il y a quelques semaines. Ils ont proposé qu'il s'écarte du pouvoir, c'est lui qui a refusé. Mais pour les Russes, c'est leurs intérêts en Syrie qui les intéressent beaucoup plus que le personnage d'Assad. Et je crois qu'éventuellement, Assad va partir. Alors, on va parler de la région. Vous en êtes un spécialiste. On va commencer par la Libye. Des négociations ont eu lieu à Sreirat au Maroc, à Tunis, à Alger. Un gouvernement d'union nationale a été formé très difficilement. Est-ce qu'il peut, selon vous, parvenir aujourd'hui à une résolution du conflit ou du moins à une accalmie dans ce pays? Pas encore. Qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour qu'il y ait le calme, pour que le calme revienne en Libye? Bon, d'abord, du côté milice et militaire, la Libye maintenant est contrôlée par les brigades révolutionnaires, les tribus et d'autres qui se sont armés pendant la révolution, qui ont pour la grande majorité rien à voir avec toutes ces négociations et tous ces gouvernements des parlements. Alors, d'abord, tout ce processus, ils n'ont pas participé à ces processus de paix. Alors là, déjà, c'est un problème. Un des plus grands milices à Tripoli, ils ont annoncé que si quelqu'un du gouvernement national arrive à Tripoli, ils vont l'arrêter. Alors déjà, il y a des problèmes de ce genre. Mais du côté politique, il y a un grand pourcentage des parlementaires à Tripoli et un grand pourcentage des parlementaires à Tobruk qui ne sont pas encore d'accord pour les différentes raisons. Et là, avec toute l'insécurité dans le pays, on voit que de plus en plus, les gens ils agissent comme s'ils défendent leur petit partie du gâteau au lieu de penser loin à l'avenir de la Libye. Et ça, c'est un grand problème. Alors maintenant, on a un gouvernement à Tripoli, un gouvernement à Tobruk, et un gouvernement à Tunis qui ne peut pas assiéger en Libye pour le moment. Il faudra beaucoup plus de négociations à l'haut niveau, mais aussi des micro-négociations au niveau des municipalités pour faire marcher cet accord. Est-ce que le rôle des pays maghrébins est important dans ce cas-là? Maroc, Algérie, Tunisie. Est-ce que c'est un rôle primordial pour parvenir à la paix en Libye ou est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une touche occidentale? Le rôle des pays maghrébins, c'est très, très important. Et je félicite les Tunisiens, les Algériens et les Marocains pour leur position presque toujours neutre dans le conflit. Il n'y a pas un pays de Moyen-Orient qui n'a pas choisi
un côté à un autre. Et les 3 pays du Maghreb à l'ouest de Libye, ils étaient neutres et ils ont beaucoup aidé à tout ça. Mais les Occidentaux, eux, ils ont un rôle aussi à jouer. Et c'est le partenariat entre les pays occidentaux et les pays du Maghreb qu'on peut arriver à une aide internationale qui aide les Libyens à résoudre leur propre conflit. On va rester au Maghreb, William Lawrence, pour parler de la Tunisie voisine. On dit que c'est le seul printemps qui a réussi, ou plus ou moins réussi. Êtes-vous d'accord? Oui. Ça veut dire que même s'il y a encore d'énormes difficultés politiques aujourd'hui en Tunisie. Mais politiquement, c'est le pays qui a réussi à avoir des élections démocratiques et, plus important, un partage du pouvoir entre les partis qui s'aiment pas. Et ça, c'est la démocratie. Et qui ont réussi à s'asseoir ensemble. Oui, de s'asseoir ensemble, et c'est très important ça. Mais les problèmes, les défis sécuritaires et les défis économiques peuvent faire un dérapage de cette expérience politique démocratique importante. Donc, il faut que les Tunisiens et les amis de Tunis aident avec leur transition et les réformes économiques et sécuritaires autant que les succès qu'ils avaient. Est-ce que les islamistes peuvent revenir au pouvoir en Tunisie, selon vous? Oui. Est-ce qu'ils ont fait du bon travail lorsqu'ils étaient au pouvoir? Non. Ils peuvent revenir au pouvoir parce que déjà Nida Tounes s'est divisé en deux. Oui. C'est le parti au pouvoir sans être le plus grand parti en ce moment dans le Parlement. Mais les islamistes ont fait des très bons choix stratégiques, surtout en tout ce qui concerne la Constitution et le respect des droits humains des Tunisiens qui ne sont pas islamistes. Donc là, il y avait un grand travail qu'ils ont fait. Mais du point de vue économique, ils n'ont rien fait. Et même du point de vue sécuritaire, ils n'ont rien fait. Mais c'est un parti qui n'avait pas beaucoup d'expérience dans le gouvernement, dans la gouvernance. Donc, il fallait du temps qu'ils apprennent à gouverner. Alors, nous avons parlé du Maghreb. On va parler maintenant du problème qui mine le Maghreb, qui empêche le Maghreb d'avancer. C'est la question du Sahara occidental. Oui. Évidemment. Alors, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, arrive dans une semaine en Algérie, Maroc, Sahara occidental. Son envoyé spécial est déjà là depuis quelques jours. C'est un problème insoluble, la question du Sahara occidental? Non, la solution est claire depuis longtemps. À mon Quelle avis, est la solution alors, William Lawrence? Un partage de pouvoir. Il y a trop de gens, que ce soit des Algériens. C'est un partage du pouvoir, c'est un partage. C'est des Algériens, des Marocains et des Sahraouis qui... Je cite un grand spécialiste de ça à Boston, Charlie Dunbar, qui se lutte pour ce qu'il a dit, le drapeau et le timbre, ça veut dire la souveraineté. Et là, la solution claire pour moi depuis des décennies, c'est qu'il faut un partage de pouvoir au Sahara occidental, où tout le monde est d'accord pour ce partage de pouvoir. C'est clair qu'il peut y avoir un rôle important pour le Maroc dans, par exemple, la politique étrangère, tout ce qui est fiscal, et que les Sahraouiens peuvent contrôler leur propre territoire au niveau de santé, éducation, etc. etc. Il y a un partage de pouvoir, c'est possible. Ça ressemble à la proposition marocaine, non? Oui, mais à mon avis, quand on parle de souveraineté, on ne va jamais arriver à une solution. Il faut parler d'un partage du pouvoir. Et je crois qu'éventuellement, s'il y a une solution pour ce problème, et si ça ne dure pas encore 100 ans, il devrait y avoir un partage du pouvoir, et même au niveau du Maghreb. Moi, j'aimerais bien, par exemple, voir une coopération algéro-marocaine pour assurer la sécurité de la région. On peut même penser au niveau du Maghreb pour une solution éventuelle. Il y a très peu de gens, il y a très peu de Sahraouis. Donc, à un certain niveau, c'est une question de gouvernance d'une petite population sur un grand territoire. Et là... ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, l'option du référendum d'autodétermination, comme réclamé par les Nations Unies, n'est plus à l'ordre du jour? Ça fait longtemps que les Marocains ont jeté ça. Et je crois qu'il n'y aura pas de référendum avec le contexte qu'on a maintenant. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important pour le monde. Le plus important, c'est qu'il faut trouver une solution où les Sahraouis peuvent
déterminer leur avenir, contrôler leur avenir d'une manière ou une autre. On va changer de continent, on va partir chez vous aux États-Unis, où la course à la Maison-Blanche a commencé depuis quelque temps. Ce sont les élections primaires, côté démocrates et républicains. Un peu moins de surprise chez les démocrates, mais chez les républicains, Donald Trump est en train de faire une percée. Peut-il aujourd'hui remporter l'investiture républicaine? Oui. Et pour moi, ça ressemble un peu au gouverneur du Minnesota, Jesse Ventura, gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, l'acteur, et même Ronald Reagan en 1980. Ça veut dire c'est un acteur, quelqu'un connu par la public pour son rôle à la télévision, qui monte au pouvoir parce qu'il comprend bien ce qu'il veut de public. Il y a un populisme dans tout ça. Et il peut gagner, mais c'est intéressant parce que son parti est complètement contre lui. Mais est-ce que M. Trump sera le bon adversaire pour Hillary Clinton? Il lui permettra de gagner, non? Il peut gagner dans un face-à-face national? Oui, il peut gagner, bien sûr, il est très connu. Mais ces négatifs dans les sondages sont très élevés. Je crois que 60-65% des Américains disent qu'ils ne vont jamais voter pour Trump. Donc il faudrait plus qu'ils ne votent pas pour Clinton pour qu'il gagne. Et elle aussi, elle a des négatifs dans les sondages assez importants aussi. Deux personnages très connus et très détestés par un certain pourcentage des Américains. Alors là... Si on devait résumer les 2 mandats de Barack Obama en un seul mot, quel serait ce mot? Vous pouvez le dire même en anglais. Oui, mais c'est ça? Intelligence. C'est quelqu'un qui quand il analyse et quand il fait des choix, c'est un mec très, très intelligent. Le problème pour Obama, c'était surtout dans l'implémentation de ses idées. Et là, je pensais ça avant qu'il était élu, il n'avait pas beaucoup d'expérience dans le gouvernement. Il avait des difficultés à faire marcher le gouvernement et travailler avec le parti d'opposition qui était au pouvoir 6 des 8 ans qu'il était au pouvoir. Et là, il avait des difficultés. Merci William Lawrence d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes un ancien diplomate américain, conseiller de plusieurs gouvernements américains et actuellement vous êtes directeur du contrôle risque North Africa. Merci d'avoir été notre invité.